Nous avons eu une situation très difficile. Permettez-moi très rapidement de vous en exposer les grandes lignes. Monsieur le commissaire Lamamra ira dans les détails. Lorsque la crise libyenne a éclaté, d'abord, le printemps arabe a commencé en Tunisie. Après un moment de panique, parce que personne ne s'attendait à voir ça, personne dans le monde, nous nous sommes très vite adaptés et nous avons accompagné le mouvement depuis le début jusqu'à la fin. Vous savez qu'en Tunisie, le processus est terminé. Nous avons maintenant un nouveau président, un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement. Le processus est terminé. Et je rappelle que nous l'avons accompagné jusqu'au bout. Le nouveau président élu de Tunisie, le docteur Monsef Marzouki, sera là au sommet. Il s'adressera à nous. Parce que j'ai été en Tunisie. J'ai rencontré Cheikh Ghanouchi du parti Ennahda. J'ai rencontré tout le monde. Et donc le processus en Tunisie est terminé. Le processus en Égypte est en cours. Nous l'avons également accompagné depuis le début jusqu'à la situation actuelle. Quand je dis nous, c'est la Commission et les États membres. Comme vous le savez, nous avons un Conseil de paix et de sécurité formé de 15 membres qui prend les décisions. Et nous avons bien sûr l'Assemblée générale des chefs d'État qui prend les décisions. Nous, la Commission, nous devons les mettre en œuvre. Dans ce contexte-là, nous nous sommes retrouvés avec la révolution en Tunisie qui était pacifique et populaire. En Égypte, la même chose. Quand la situation libyenne est arrivée, c'était différent. Il y a le spectre de la guerre civile qui menaçait. Il y a les risques de partition du pays en trois, entre la Cyrénaïque, le Fezzan et la Tripolitaine. Il y avait même les risques de tribalisation, ce que nous avons appelé somalisation du pays. Parce que peut-être que, vous le savez, la Libye n'avait pas de constitution. La Libye était gouvernée selon le livre vert et on s'appuyait sur les structures tribales. Donc, il y avait beaucoup de risques à l'horizon qui résultaient de la guerre civile. Nous avons dit à nos partenaires étrangers que nous avons l'expérience. En 1993, vous êtes arrivés, vous avez bombardé la Somalie et vous êtes partis. Nous sommes là avec la Somalie dans les bras. 20 ans. Un pays zombie. 20 ans. On nous a laissés seuls avec des problèmes créés par d'autres. Donc nous avons dit, attention, la situation là n'est pas facile. Et nous avons mis en place le 10 mars, le Conseil de paix et de sécurité. Le 10 mars, une feuille de route claire. C'est la seule feuille de route qui existe jusqu'à ce jour et qui est toujours valable. Cette feuille de route disait clairement ceci, clairement, que l'objectif ultime qui est poursuivi par l'Union, c'est de répondre aux aspirations légitimes du peuple libyen à la démocratie, à l'état de droit, à la justice, au développement. Je crois que c'est clair. À la démocratie, à l'état de droit. Le 10 mars, c'est-à-dire 7 jours avant la décision du Conseil de sécurité qui a pris la résolution 1973, nous avons cette feuille de route.
Et nous disions comment aller là, comment y arriver. Comment y arriver. Nous avons parlé d'une transition à l'époque, d'une transition consensuelle et inclusive. Je crois que c'est ce qui est en train d'être mis en place maintenant. Je viens de Tripoli. Mais nous en avions parlé dans notre feuille de route le 10 mars. Non seulement on avait une feuille de route, mais on a dit comment on doit y aller. Et nous avons les expériences. Toute l'Afrique. Les coups d'État qui sont produits ici et là, nous avons réinstauré la démocratie. Nous avons donc une expérience avérée. Mais je crois qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Cette décision a été prise le 10 mars et le Conseil de sécurité de l'ONU a pris la résolution 1973 le 17 mars. C'est ça, commissaire? Le 17 mars pour établir une zone d'exclusion aérienne. Et nous avons expliqué à nos partenaires que nous avons une feuille de route. Je suis allé promouvoir cette feuille de route à Washington, à Londres, à Bruxelles, partout, expliquant à nos partenaires américains, anglais, européens, notre feuille de route et comment nous allons y parvenir. Mais je crois qu'ils avaient décidé qu'il fallait bombarder. Je crois que tout ce qui se passe là était déjà décidé. Je n'entre pas dans les détails, mais je crois qu'ils avaient décidé de faire ce qu'ils voulaient faire. Dans ce contexte-là, nous avons été marginalisés, ignorés, et je dirais même humiliés. Que pouvions-nous faire? Qu'est-ce que les États membres pouvaient faire devant une situation comme ça? D'un côté, la plus grande armada du monde, formée de 28 pays, les plus puissants du monde, contre 6 millions d'habitants en Libye. 1 milliard d'habitants dans les pays qui composent l'OTAN, grosso modo. 28 nations puissamment armées. Que pouvait-on faire? Et alors nous avons tout fait pour limiter les dégâts. Tout fait. Nous sommes allés partout. Nous avons parlé aux uns et aux autres. Nous avons expliqué les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Nous les avons expliquées en disant peut-être que vous ne savez pas tirer vos propres leçons de ce qui est arrivé en Irak, de ce qui est arrivé en Afghanistan, de ce qui est arrivé en Somalie. Mais nous, on vous dit, quand même faites attention. Les armes aujourd'hui circulent dans le désert. Il y a des SAM 7, il y a des SAM 9 dans le désert. Personne ne les contrôle. Personne. Tous les trafics sont en train de s'opérer dans le désert. Mais on leur avait dit ça. On leur avait dit. Je crois qu'ils pensaient que la guerre durerait 15 jours. Ça a duré 8 mois. 26 000 sorties d'avions. 10 000 frappes aériennes. 50 000 morts. Voilà. Contre zéro, évidemment. C'est zéro mort. Puisqu'ils viennent par le ciel, nous on est à terre, les autres sont à terre. Mais il n'a jamais été question pour nous de défendre le soldat Kadhafi, puisque nous lui disons qu'il faut partir. Nous avons dit au guide, vous êtes tombé dans une embuscade. Il ne vous reste plus que 2 voies de sortie. Ou partir à l'étranger, ou aller comme l'a fait Ben Ali, ou partir au désert comme l'avait fait Moubarak. Donc notre plan était clair, logique. Mais on n'a pas voulu nous écouter. On nous a marginalisés.
Et voilà la situation. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, je viens de Libye. Qu'est-ce que je suis allé dire aux Libyens? J'ai dit aux Libyens que j'ai fait le tour de tous vos voisins. J'ai été au Soudan, j'ai été en Égypte, j'ai été en Algérie, j'ai été en Tunisie, j'ai été au Mali, au Niger, même en Mauritanie qui n'a pas de frontières. J'ai été même à Tindouf. J'ai discuté avec tous vos voisins des mêmes problèmes que nous avons. Nous venons discuter avec vous deux choses principales pour le moment. N'allons pas regarder les sujets qui fâchent. Deux sujets principaux. Le premier, c'est la stabilisation des nouvelles autorités en Libye. Personne n'a intérêt à ce que le désordre s'installe en Libye. Personne. Donc, les nouvelles autorités doivent se stabiliser. Et nous sommes prêts à apporter notre contribution avec les autres, avec la Ligue arabe, avec l'OCI, avec l'ONU, avec tout le monde. Voilà le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que nous souhaitons vous aider à normaliser vos relations avec tous vos voisins qui en avaient besoin. Bon, ils ont été très réceptifs sur ces deux choses-là. Très réceptifs. Nous devons même établir un bureau à Tripoli. C'est le commissaire paix et sécurité qui suivra ça. Voici donc la situation récente en Libye. L'Afrique. Nous avons pensé que l'utilisation de la force n'est jamais exclue, mais l'utilisation de la force ne doit être que le dernier recours lorsqu'on a tout épuisé. Le dernier recours lorsqu'on a tout épuisé. Avait-on tout épuisé? Je ne crois pas. Du tout. Et puis les résolutions qui ont été adoptées en 1973 ont commencé à être violées. On passe à la résolution 1973 qui parlait de no-fly zone basée sur la protection des civils à régime change. C'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité, ils nous ont menti. Voilà la situation. Ce qui explique qu'en Syrie, dès qu'ils ont voulu faire la même chose, ils ont eu deux vétos. Même pas un seul, deux vétos. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit que gagner une bataille militaire n'est pas forcément gagner la bataille politique. Je pourrais vous dire que la crise ivoirienne, c'était les mêmes préoccupations qui nous guettaient, qui nous animaient. Nous avons dès le départ, je vous le répète, dès le départ, nous avons considéré que Ouattara était le vainqueur. Et nous ne sommes jamais sortis de cette décision, que Ouattara est le vainqueur. Et nous considérons qu'en déclarant Ouattara vainqueur, la démocratie était sauve. Mais il fallait aussi sauver la paix. Tout ce que nous avons essayé de faire, c'est de sauver et la démocratie et la paix. Un frère ivoirien me disait à un moment donné que Cabri mort n'a pas peur couteau. Que si la concertation ne marche plus, reste que la confrontation. Voilà les mots qu'on attendait. Que pouvions-nous faire?